déhiscence loculicide, comme vous voyez ici, donc une déhiscence loculicide, une déhiscence septicide, c'est-à-dire au niveau des septums. Donc la déhiscence loculicide, c'est au niveau des loges carpellaires, la déhiscence septicide au niveau des septums, et une déhiscence septifrage. La déhiscence septifrage est appelée aussi une déhiscence paraplacentaire. Vous notez, déhiscence septifrage ou déhiscence paraplacentaire. C'est-à-dire dans le hors placenta, c'est-à-dire la déhiscence hors placenta. Donc voici un exemple de la famille des Euphorbiacées, c'est le récent. Donc du nom scientifique Ricinus communis. Le Ricinus communis, les fruits sont des capsules tricoques hérissées de pointes, c'est-à-dire qu'elles portent des épines, donc une sorte d'épine, donc parfois peut-être absente. La graine est luisante, c'est-à-dire elle est brillante, marbrée de rouge ou de brun, tout dépend de sous-espèces. Donc la partie, donc il faut savoir que c'est une plante toxique parce que la graine, elle est très toxique et elle est très riche en ricine. La ricine, c'est une lectine glycoprotéique. Vous notez, la ricine, c'est une lectine glycoprotéique qui bloque la synthèse protéique. La synthèse protéique au niveau des cellules. D'accord? La graine, donc elle est très riche en huile, c'est-à-dire elle est très riche en acides gras polyinsaturés. Donc c'est une... Pour la ricine, vous notez, la ricine, c'est une substance toxique. C'est une substance toxique. C'est une lectine glycoprotéique. Donc, c'est une lectine glycoprotéique. C'est bon? C'est une lectine glycoprotéique qui bloque la synthèse protéique au niveau cellulaire. D'accord? C'est bon? La graine donne une huile. C'est pour ça, donc, le raisin est considéré comme une plante oléagineuse. Vous notez ce mot-là. Donc, le raisin est considéré comme une plante oléagineuse parce qu'elle est très riche en huile, plutôt en acides gras polyinsaturés. Donc, cette huile-là, donc, elle est laxatif drastique, c'est-à-dire qu'elle accélère le transit intestinal. Est-ce que c'est clair? C'est clair? On passe maintenant à l'ordre des fabales. Très bien. Donc, on passe maintenant à l'ordre des fabales, toujours dans la série des Orosidae 1. D'accord? Les fabales qu'on appelle aussi les légumineuses. Donc, les fabales ou les légumineuses renferment plus de 17 000 environ, ou bien donc vers 17 000 espèces, avec des formes arborescentes, c'est-à-dire des espèces en arbre avec un véritable tronc, surtout dans les pays chauds, et des plantes ou des formes herbacées ou bien des espèces herbacées dans les régions tempérées. Mais la particularité de l'ordre des fabales possède uniquement un seul carpelle. D'accord? Un seul carpelle qui persiste et qui est à l'origine d'une gousse qu'on appelle communément les légumes. Vous notez que la gousse, c'est un fruit sec déhiscent. Je répète, la gousse est un fruit sec déhiscent, donc qui s'ouvre par deux types de déhiscence. Une déhiscence septicide et une déhiscence dorsale. Je répète, pardon. Je répète. Donc la gousse, c'est un fruit sec déhiscent. Donc il y a deux types de déhiscence. Déhiscence septicide et une déhiscence loculicide. Pour les légumineuses, c'est une grande famille. Donc on appelle aussi une superfamille. Elle est elle-même subdivisée en trois sous-familles. Les mimosacées, les sésalpinacées et les fabacées, qu'on appelle aussi les papilionacées.
Pour la sous-famille des Mimosacées, donc elle porte des fleurs actinomorphes, c'est-à-dire qu'elle accepte un seul axe, donc plusieurs axes de symétrie, pardon. Les étamines sont au nombre de 10 et plus et qui sont de petite taille et comme vous voyez sur le diagramme floral, sont disposées d'une manière spiralée. Donc c'est un androcée polystémone. Vous écrivez ce terme-là. Donc, il y a plus de 10 étamines de petite taille qui sont disposées comme vous voyez, donc d'une manière spiralée. Et cette disposition indique que l'androcée est un androcée polystémone. D'accord? Un androcée polystémone. La préfloraison ici est valvaire, c'est-à-dire que les pièces florales, comme les sépales et les pétales, les bords contigus, c'est-à-dire les bords voisins, donc se rapprochent sans qu'il y aura une couverture, c'est-à-dire ne sont pas recouvrants. D'accord? Pour la famille de la sous-famille de Caesalpinacées, la fleur elle est zygomorphe, c'est-à-dire qu'elle accepte un seul plan. Je répète, oui. Quelle partie? La préfloraison valvaire? Je répète, la préfloraison valvaire? Je vais répondre oui. Donc pour la préfloraison, très bien. Pour la préfloraison valvaire, j'ai dit, donc je dicte. Donc la préfloraison valvaire, les bords des pièces florales, que ce soit, c'est-à-dire le calice ou bien les pétales. Les calices et les pétales, donc le calice, c'est-à-dire les sépales et les pétales, ne se recouvrent pas. Pour la famille des Caesalpinacées, la fleur elle est zygomorphe. Elle possède 10 étamines et moins, mais les étamines ici sont libres. La préfloraison est carénale. Donc, vous soulignez le terme carénal, la préfloraison carénale. Donc, la floraison est en rapport avec la corolle. Il faut savoir que la corolle est organisée en 4 pièces. C'est-à-dire qu'elle porte 5 pétales qui sont organisés en 4 pièces. Donc, un pétale, quand vous voyez ici, donc un pétale supérieur, ça s'écrit en VX, c'est le vexillum. Donc, un pétale supérieur ou dorsal, donc 2 pétales latéraux sur le côté qu'on appelle les ailes, et une carène en bas, dans la partie ventrale. Donc, la carène, comme vous voyez, porte 2 pétales. Donc, 2 pétales vers la fesse inférieure. Donc, au total, on a le vexillum, les ailes et une carène. Donc, la préfloraison carénale veut dire que la carène recouvre les 2 ailes, comme vous voyez, et les 2 ailes eux-mêmes, vont recouvrir le vexillum. C'est ça la préfloraison carénale. On passe maintenant à la famille des Fabacées ou Papilionacées. La même chose comme celle des Caesalpinacées, la sous-famille donc des Papilionacées, possède aussi 10 étamines. Les étamines, soit elles sont soudées, donc les étamines soudées formant une sorte de faisceau. Dans ce cas, on parle d'un androcée monadelphe ou bien un androcée diadelphe. Diadelphe, c'est-à-dire, donc il y a soudure de 9 étamines et une seule étamine qui reste libre. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc les étamines sont libres. Par contre, ici, la préfloraison est vexillaire. C'est-à-dire que la préfloraison vexillaire, ici, quand vous voyez, le vexillum, c'est-à-dire le pétale supérieur, recouvre les 2 ailes et ces 2 ailes vont recouvrir la carène. Diadelphe veut dire, je répète, diadelphe veut dire qu'on a 9 étamines soudées et une étamine libre. D'accord?
Donc, il y a 9 étamines soudées plus une étamine libre. C'est pour ça qu'on dit diadelphe. Donc, formant une sorte de 2 faisceaux. Donc, un faisceau qui porte 9 étamines et l'autre porte uniquement une seule étamine. Est-ce que c'est clair? Et pour la préfloraison vexillaire, quand vous voyez, très bien. Donc, quand vous voyez sur le diagramme floral, ici, le vexillum, c'est-à-dire le pétale supérieur, recouvre les 2 ailes. A veut dire aile. Donc, les 2 ailes de part et d'autre. Et ces 2 ailes-là, donc les 2 ailes, vont recouvrir la carène. La carène, elle est formée donc de 2 pétales ici qui sont soudés, à la différence de la sous-famille des Caesalpinacées. Voyez la différence. Donc, la carène, pour la sous-famille des Fabacées est soudée, formée de 2 pétales soudés. Par contre, pour la sous-famille des Caesalpinacées, porte 2 pétales qui sont libres. Voilà la différence. Donc, toujours dans l'ordre des fabales, toutes ces familles, c'est-à-dire que ce soit la sous-famille des Mimosacées, ou Caesalpinacées ou les Fabacées, présentent des nodosités, c'est-à-dire des renflements, d'accord? Des renflements au niveau du système racinaire. C'est-à-dire que les radicelles ici sont déformées suite à une infestation par les bactéries du genre Rhizobium. C'est-à-dire que les radicelles sont contaminées par le rhizobium et qui vit en symbiose avec ces racines-là, dans le but de fixer l'azote atmosphérique. D'accord? Vous voyez les nodosités? Donc, les nodosités se forment au niveau des racines secondaires. Je répète, les nodosités, c'est au niveau des racines secondaires. Est-ce que c'est clair? Donc, pour mieux comprendre, la fleur de la sous-famille des Fabacées et la sous-famille des Caesalpinacées, les fleurs sont regroupées en grappes à corolle zygomorphe, c'est-à-dire qu'elles portent un seul plan de symétrie, contrairement à la corolle actinomorphe, où les pétales sont organisés en 4 pièces. Quand vous voyez, donc on a 2 pétales soudés chez les Fabacées. Donc vous soulignez le terme Fabacées. Donc pour les sous-familles des Fabacées, on a 2 pétales antérieurs qui sont soudés formant ce qu'on appelle une carène. Donc une carène et un pétale de grande taille en position dorsale, qu'on appelle l'étendard ou le vexillum. Donc, on appelle étendard ou le vexillum. D'accord? Et 2 pétales latéraux sur le côté, qu'on appelle les 2 ailes. Au total, donc là, le corolle est formé de 5 pétales. D'accord? Le fruit est une gousse ou bien une akène. Une akène veut dire un fruit sec indéhiscent, contrairement à la gousse. D'accord? Donc, la gousse est un fruit sec déhiscent par 2 types de déhiscence, qui est l'oculicide et septicide. Par contre, l'akène est un fruit sec indéhiscent. D'accord? Oui. Donc, les fleurs sont, donc je répète, pour les fleurs, sont groupées en grappes. Donc, grappe veut dire une inflorescence. Donc, une grappe veut dire une inflorescence indéfinie, monopodiale indéfinie. Vous avez vu ça en première année. Donc, en inflorescence indéfinie, monopodiale, avec une corolle formée de 5 pétales zygomorphes. Donc, on a 4 pièces. L'étendard juste en haut, c'est-à-dire vers la face supérieure. Sur le côté, on a 2 ailes. Et vers la face inférieure, on a une carène qui est formée de 2 pétales soudés pour la sous-famille des Fabacées, par contre libre pour la sous-famille des Caesalpinacées. D'accord?
Donc, voici quelques exemples des sous-familles, donc les exemples d'espèces. Pour la famille des Mimosacées, pardon, on a l'exemple de l'acacia sénégal. L'acacia sénégal, du nom scientifique Acacia verec, qu'on appelle aussi en arabe Samr al-Arabi. D'accord? Vous notez le terme Samr al-Arabi. Donc, le nom arabe, c'est bien Samr al-Arabi. Donc, l'acacia verec va produire une résine, donc une gomme qui est très riche en résine. Cette gomme est appelée la gomme arabique officinale, qui est très utilisée comme émollient. Émollient, c'est-à-dire qu'elle amollit et relâche les tissus biologiques, n'importe quel tissu, que ce soit des tissus cutanés, les muqueuses, ou bien même les tissus internes. Elle est utilisée aussi en béchique, c'est-à-dire contre la toux, et émulsionnant, c'est-à-dire qu'elle facilite le mélange entre deux produits, c'est-à-dire deux mélanges non miscibles, comme l'exemple de l'eau et d'huile. Donc, elle est utilisée aussi comme véhicule pour divers médicaments. Elle est aussi très utilisée en confiserie et en cosmétologie. D'accord? Pour l'acacia verec. Très bien. Je passe à la sous-famille, pardon. Donc, il faut toujours préciser par le terme sous-famille des Césalpinacées. Pour la sous-famille des Césalpinacées, donc on a deux exemples, la sénée d'Alexandrie et le caroubier. Pour le séné d'Alexandrie, donc du nom scientifique Cassia angustifolia, les folioles, j'ai dit les folioles, c'est-à-dire ici que les feuilles sont composées. Donc, c'est des feuilles composées formées de folioles. Donc, la partie utilisée, c'est bien les folioles et les gousses, c'est-à-dire les fruits. Donc, contient des cynosides ou bien ce sont des anthracynosides, c'est-à-dire des métabolites secondaires. Donc, qui ont la propriété purgative, c'est-à-dire qui permet de purger, nettoyer et faciliter l'évacuation intestinale. Est-ce que c'est clair? Pour le caroubier, donc le caroubier du nom scientifique, Ceratonien silica. Donc la partie qu'on utilise, c'est-à-dire la partie qu'on consomme, c'est bien les gousses, c'est-à-dire le fruit qui contient des graines, et ces graines-là sont très riches en mucilage. Et les mucilages, comme vous savez, c'est des métabolites secondaires. C'est des métabolites secondaires qui gonflent en contact de l'eau. Donc, ils gonflent en contact de l'eau, d'accord? Ce qui permet aux sels liquides de devenir un peu consistante, d'accord? C'est pour ça, donc, elle est très utilisée comme antidiarrhéique chez les enfants. D'accord? Pour la famille des fabacées, oui. Donc, les gousses pour le caroubier, Cernia silica, les gousses du caroubier contiennent des graines qui sont riches en mucilage. Vous notez, le mucilage, c'est des métabolites secondaires. Vous notez. Donc, vous mettez entre parenthèses, c'est des métabolites secondaires qui ont la propriété de gonfler en contact de l'eau comme une éponge. Donc, elle est très utilisée en cas de diarrhée, puisqu'il permet aux sels liquides de devenir plus consistantes. D'accord? Je passe à la sous-famille des fabacées. Donc, on va traiter juste la réglisse, donc officinale, la réglisse officinale, Glycyrrhiza glabra. Donc, la partie utilisée, c'est le rhizome. Donc, la partie qu'on utilise, c'est les rhizomes. Donc, le rhizome contient de la glycyrrhizine, qui est un saponoside. Elle renferme aussi les flavonoïdes, les principes oestrogènes stéroïdiques. Pour la propriété de la réglisse est un édulcorant. Un édulcorant qui a une saveur sucrée. Donc, ce qu'il faut savoir pour l'édulcorant,
Ce sont des substances qui est très utilisées pour les produits alimentaires, pour remplacer le saccharose, et ce qui permet donc d'avoir moins de calories par rapport au sucre. C'est un antispasmodique, donc il est utilisé aussi dans les ulcères gastriques, mais en usage externe, il est très utilisé comme un anti-inflammatoire. Est-ce que c'est clair? Très bien. Juste, je reviens pour Séné d'Alexandrie. Donc, le nom arabe, c'est bien Sana Mekki ou Sana Haram. Vous notez ça. Donc, on passe à la deuxième espèce qui est le genet à balai, Cetisus scoparius. Donc, le genet à balai, donc c'est le Cetisus scoparius. Donc, j'ai du diaporama, donc des animations, mais je vais vous donner ça donc dans les polycopiés, d'accord? On passe maintenant à l'ordre des rosales. Donc, pour l'ordre des rosales, donc on termine le cours par l'ordre des rosales. Elles comprennent plusieurs formes végétatives possibles. Donc, soit des herbes avec des tiges rampantes ou stolons, comme le cas de fraisier, l'arbuste, donc à poil épidermique massif lénifié transformé en aiguillon, crochue et piquante, comme le rosier, la ronce et le framboise, ou bien des arbres où certains de leurs rameaux se transforment en épines, comme le cerisier et le prunier. D'accord? Donc, il y a plusieurs formes végétatives, soit des herbes, soit des arbustes, ou bien des arbres. Les feuilles sont alternes, stipulées. Les feuilles sont alternes, stipulées, primitivement composées, imparipinées, à folioles dentées. Donc, composée imparipinnée, c'est-à-dire qu'elle est composée, la feuille, d'un nombre impair de folioles, c'est-à-dire de petites feuilles. D'accord? Le fruit, soit des follicules, ou bien des gousses, ou une akène, et même on peut voir des drupes. Et le cynorrhon pour le cas de rosier. Vous voyez la variabilité du fruit. Donc, juste une remarque très importante. Cet ordre se différencie de celui des fabales par la présence de plusieurs carpelles. Donc, contrairement à l'ordre des fabales qui renferment uniquement un seul carpelle, donc ici, donc on a plusieurs carpelles. La fleur est régulière, donc la fleur est régulière, qui peut être hypogyne ou épigyne, c'est-à-dire elle est supérieure ou inférieure, et ou bien bisexuée ou unisexuée, c'est-à-dire qu'elle est peut-être, donc les fleurs peut être hermaphrodites, bisexuées, ou unisexuées, c'est-à-dire des fleurs mâles ou des fleurs femelles. D'accord? Pour le cynorrhodon, vous notez, pour le cynorrhodon, c'est un faux fruit. Vous notez cynorrhodon, 2 points, c'est un faux fruit. D'accord? Vous notez ça. Donc, pour l'ordre des rosales, donc on a la famille des Cannabinacées. Donc, nous allons voir juste une seule espèce qui est le chanvre cultivé, Cannabis sativa. Donc, le Cannabis sativa. Donc, on appelle aussi le hashish ou bien le kif en arabe. Donc, il est cultivé dans les régions chaudes et sèches. Donc, surtout dans les régions chaudes et sèches. Donc, les sommités femelles fleuries sont très riches en résine. Donc, plus le climat est chaud et sec, plus la résine, elle est très riche en tétrahydrocannabinol.
ce tétrahydrocannabinol un composé phénolique. C'est un composé phénolique. C'est un métabolite secondaire. C'est pour ça donc qu'elle est très utilisée, très cultivée dans les régions chaudes. Plus le climat est chaud, plus l'espèce est très riche en THC. Donc tétrahydrocannabinol, qui lui confère des propriétés stupéfiantes, c'est-à-dire une substance qui provoque une accoutumance ou bien de stupeur. D'accord? Donc voici pour le chanvre cultivé Cannabis sativa, donc on peut l'identifier donc à partir des feuilles. Donc on peut faire l'identification à partir, c'est-à-dire l'identification du chanvre cultivé à partir des feuilles. C'est-à-dire ici que les feuilles portent 3 types de poils caractéristiques. Donc l'identification microscopique des feuilles. Donc la poudre des feuilles porte sous microscope optique des poils cystolytiques. Donc 2 types de poils cystolytiques. Donc des poils cystolytiques courts et des poils cystolytiques lents, comme vous voyez sur les deux photos. Donc il y a des poils cystolytiques lents et courts, c'est des poils tecteurs, vous notez, ce sont des poils tecteurs. Ce sont des poils tecteurs unicellulaires, c'est-à-dire qu'elles sont formées uniquement d'une seule cellule. D'accord? Et quand vous voyez que la base, elle est ronflée, donc la base, elle est ronflée pour les 2 poils cystolytiques et très riche en carbonate de calcium. Vous notez. Donc, renferme une base ronflée, très riche en carbonate de calcium. C'est clair? Ou bien je répète. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on peut identifier aussi la poudre. Très bien. Donc, on peut identifier aussi les feuilles, plutôt la poudre des feuilles de chanvre cultivées par la présence des têtes pluricellulaires des poils sécréteurs. Ici, quand vous voyez, ça, c'est la tête des poils sécréteurs. D'accord? C'est la tête du poil sécréteur. Donc, ces poils-là vont sécréter la résine. Et cette résine-là, elle est très riche en THC. D'accord? Donc, l'identification de la poudre du chanvre cultivé s'effectue soit par une étude microscopique, par la présence, donc on peut l'identifier par la présence de 2 types de poils cystolytiques, longs et courts, et par la tête pluricellulaire des poils sécréteurs. Donc, c'est à partir de ces éléments-là, donc on peut identifier le chanvre cultivé. Donc, et on a terminé cette séance-là. Donc, la séance prochaine sera sur la série des Eurosidés 2. D'accord? D'accord, c'est clair? Donc, vous aurez en principe une séance de rattrapage. Donc, en principe, le jeudi. D'accord? Une séance de rattrapage. Et vous aurez un TP sur la sous-classe des rosidés. D'accord? Donc, rattrapage, oui. Donc, une séance de rattrapage, plutôt une autre séance pour compléter la sous-classe, pardon. Donc, une autre séance pour compléter la sous-classe des rosidés. D'accord? Non, c'est en ligne, par Zoom. D'accord? Donc, une autre séance pour compléter la sous-classe des rosidés pour qu'on puisse faire le TP donc la semaine prochaine. D'accord?
Donc, le cours sera en ligne. Ok, merci. Sahaba al-Ftour.